J'ai comme découvert une élite, si on veut, à 15-16 ans, que j'ai fait « Oh shit, moi, c'est cette vie-là que je veux. » Donc, ça n'a jamais quitté mon esprit. C'était ça que je voulais devenir. En fait, c'est que le premier projet qui a vraiment réussi, on va dire, qui m'a permis de quitter mon emploi, c'est ce que je te disais, l'agence marketing pour chiropraticiens. Ouais, c'est là que tu as développé ton œil, on va dire, plus global de l'entreprise et non juste vente et marketing. Moi, je pense que le plus grand défi de l'entrepreneur, c'est d'avoir une quantité d'opportunités illimitées avec des ressources très limitées. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est en démarrage ou qui rêve à démarrer? À un moment ou à un autre, je pense que... This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. Guillaume Bareil, c'est comme Salut, ça qu'on David. prononce ça? Bareil? Ouais. Au moins, tu m'as pas fait la joke c'est pareil, c'est pas pareil. Ça... Ah ouais, j'avais même pas pensé. Puis habituellement, c'est moi qui pense aux jokes plates pour vrai. Ouais, puis là, à toutes les fois, c'est drôle parce que toute ma vie, la personne pense toujours que c'est la première à avoir pensé à ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Bienvenue au studio de Corporate Gangster. Yeah. Yeah! Moi, je suis un ex-gangster. Ah ouais? Oui. Non. pas Hey, tout. j'ai hâte d'entendre ça. En fait, un ex-wannabe gangster, on va dire ça de même. Là, t'écoutais du 50 Cent dans tes Ben, débuts. en fait, moi, t'es l'emblème de ma jeunesse. Ouais, ben j'ai une couple de visages de rappers, en effet. De Tupac Ouais. que j'avais Easy, vu. Tupac, Ouais. Ice Cube. J'ai même... Ben, j'ai Eminem ici aussi. Ah ouais, ben c'est ça, c'est ma jeunesse, ça. Ouais. Tu te promenais-tu à les culottes à terre? Oui, avec un bandana dans les bars. Puis, j'ai eu... La ouais. grosse affaire. Je fais rien à moitié. Guillaume, écoute, je suis vraiment excité de t'avoir aujourd'hui ici pour venir un petit peu ramasser qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau. Je sais qu'il y a beaucoup de knowledge d'entrepreneur, d'entrepreneuriat, beaucoup d'expérience aussi. Mais d'abord, j'aimerais commencer, Guillaume. Présente-toi de où que tu viens, puis comment ton aventure a commencé dans le monde entrepreneurial ici. Je fais ça super simple. Mes deux familles fonctionnaires, donc hôpitaux, ville, à Trois-Rivières. Fait que c'est pas de la famille que ça vient, l'entrepreneuriat. C'est quand j'ai découvert le golf. Puis j'ai commencé à joindre des threesomes, des foursomes, puis tout ça, tu sais, à compléter les foursomes. Ouais. Que j'ai découvert des entrepreneurs qui jouaient au golf tout l'été, qui avaient des méchantes belles vies, des méchantes belles autos, puis tout. Puis j'ai comme découvert une élite, si on veut, à 15-16 ans, que j'ai fait « Oh shit, moi, c'est cette vie-là que je veux. » Donc, ça n'a jamais quitté mon esprit. C'était ça que je voulais devenir. 18 ans, entrepreneur peintre, pour la première fois avec les étudiants et tout. Franchise de ça. Ça a vraiment pas bien été. Ben, ça a bien été dans plein d'aspects au niveau apprentissage et tout, mais ça a été vraiment difficile. Donc, la première expérience, c'est une compagnie de peinture. Oui, exact. OK. Avec jusqu'à 8 employés. Puis, tu sais, Quand même, quand ouais. même. Mais pour un an, tu sais, total. Fait que du démarchage initial des contrats jusqu'à la fin, puis que j'ai tout vendu, mettons, ça a été un an total. Fait que c'était bien. 75 000 de chiffre d'affaires pour première expérience. Tu sais, c'était bien, mais écoute, t'apprends tellement trop vite. Tu sais, 18 ans, je savais rien. Tu sais, je savais vraiment rien. Fait que ce qui fait que finalement, je suis sorti de ça un peu amoché physiquement, on va dire, là, mentalement, financièrement. Ouais. Mais tu sais, c'est ta première expérience aussi. Puis de te planter pour la première fois, ça fait mal. Surtout à cet âge-là, t'as encore beaucoup d'ego. Ah ouais. Donc, c'est certain que ça fait mal. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement, ça n'a pas été un succès? En fait, c'est juste que je savais pas ce que je faisais. Parce que, overall, ça aurait pu être un énorme succès, mais vu que je dépensais trop, j'engageais trop, je savais pas ce que je faisais des mauvaises dépenses. Tu sais, faut que j'avais jamais peinturé une maison de ma vie. Puis là, on en faisait beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'était tout parce que je savais pas ce que je faisais. Je prenais des décisions très rapides sans évaluer comme il faut. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'inexpérience qui m'a coûté cher, qui a fait que quand j'ai sorti de là, ben, il n'y avait plus de marge financière, en fait. Il n'y avait plus de marge de profit, tu sais. Mais moi, j'avais vécu. Fait que, tu sais, je me suis retrouvé avec des engagements financiers, des dettes et tout. J'avais arrêté l'école pour faire ça. J'avais quitté un emploi pour faire ça. Et tes parents, ils devaient être contents, cet âge-là?
Ah, c'est une période qui n'a pas été facile pour eux, que j'espère que mes enfants ne me feront pas vivre. Mais, bon, par exemple, après ça, quand je suis retourné sur le marché du travail, puis j'avais lu Robert Kiyosaki, là, Père riche, Père pauvre. Puis bref, j'écoutais beaucoup de toutes sortes de développement personnel. Puis tu sais, lui, il disait, dans le fond, être employé, c'est parfait parce que tu es payé pour apprendre. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça a vraiment collé avec moi. Fait que j'ai dit, ouais, OK, parfait. Je retourne à l'employeur que j'avais où j'étais journalier dans une usine, puis là, je veux travailler aux ressources humaines. Genre, j'avais pas l'éducation, j'avais aucun des prérequis, mais ils m'ont pris en entrevue par politesse. Puis je vais toujours me rappeler, je suis arrivé dans l'entrevue, puis j'ai dit, OK, là, moi, je veux travailler en ressources humaines avec vous. C'était juste des femmes. J'avais 19 ans. Puis au début, clairement, elle n'avait pas de cahier de notes, elle prenait pas de notes, elle me passait pas vraiment en entrevue, là, elle était polie avec moi. Là. Wow. Puis finalement, à un moment donné, à force de parler de mon expérience d'entrepreneuriat, tout ce que j'avais fait depuis que j'étais parti, comme journalier dans l'usine, à un moment donné, elle a regardé en arrière, puis elle a pris de même, tu sais, puis elle a pris un calepin de notes. OK, puis là, Puis finalement, c'est devenu une entrevue, puis finalement, ils m'ont engagé aux ressources humaines. Wow. Fait que j'ai fait des ressources humaines dans cette entreprise-là à Trois-Rivières pendant un bon bout de temps. Après ça, je suis devenu coordonnateur marketing aux ressources humaines. Après ça, je dis, OK, c'est beau, j'ai fait le tour, je termine mon bac, puis là, je vais aller dans les banques parce que là, je comprends pas l'argent. Je comprends pas les finances. Il fallait apprendre ça, tu sais. Puis avant qu'on continue plus loin, c'est à quel moment que dans ta tête, tu dis, il faut que j'aille apprendre telle chose, puis que tu le fais avec un purpose? Tu sais, parce que tu peux aller chercher une expérience de travail, mais tu t'en rends compte après. Tu te dis, OK, j'ai appris ça, mais tout c'était avant. Tu te dis, OK, moi, j'ai le purpose, je m'en vais dans les banques, je vais apprendre des finances pour être meilleur en entrepreneuriat. Ouais. C'est poussé, honnêtement, là. c'est vraiment Kiyosaki. Okay. Puis toute ma compréhension de c'est quoi une entreprise. Puis tu sais, grosso modo, dans une entreprise, tu as tout le service client, la vente. Moi, j'avais travaillé en restauration, j'avais fait du service client et tout avant. Fait que tu sais, ça, j'avais l'impression que je savais c'était quoi. Après ça, il y avait tout ce qui était ressources humaines. Puis là, j'avais travaillé en ressources humaines. J'ai fait, écoute, je pense que j'ai fait 4000 entrevues en dedans de, je sais pas combien d'années, là, mais j'ai vraiment fait beaucoup de recrutement puis d'entrevues. Puis là, après ça, c'était le marketing. Là, j'avais mes études en marketing, puis j'avais compris pas mal c'est quoi le marketing. J'étudiais beaucoup le marketing de soir. Tu sais, ça, c'était naturel pour moi. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, il me manque la portion finance. Tu sais, vraiment, je savais pas comment gérer l'argent. Je savais pas comment l'industrie marchait. Tu sais, c'était quoi ce monde-là, tu sais? Fait que là, je me suis dit, ben crime, si je comprends pas ça, c'est sûr que je pourrais pas être entrepreneur. Il faut que je comprenne les fonctions. Tu sais. Ouais. Puis ça, c'est pas à l'école qui te l'apprennent. Non, ben tu sais, j'ai fait mon bac à l'université en admin. Mais tu sais, non, c'est ça. C'est pas là que j'ai vraiment compris. Là, tu sais. Fait que je suis allé travailler dans les banques, puis toujours de soir, tu sais, j'essayais des affaires, des projets, tout ça. Puis je me suis comme fait prendre à mon propre jeu. J'ai été promu directeur de succursale dans les banques. Fait que là, j'ai appris à gérer des employés, une équipe de vente, etc. Puis finalement, à force d'essayer de soir des entreprises, faire toute cette expérience-là, 10 ans après ma première expérience entrepreneuriale, j'ai quitté finalement mon emploi. Puis là, j'avais créé une agence marketing pour des chiropraticiens à l'époque. Parce que toi, pendant que tu travaillais dans d'autres entreprises, tu travaillais aussi sur d'autres projets le soir. Ah, le soir, j'apprenais plein d'affaires. J'apprenais à faire des sites web, j'apprenais à faire du contenu, j'apprenais à faire... Écoute, j'ai fait du MLM, j'ai essayé beaucoup d'affaires, mais tout le temps dans le but d'apprendre à faire des choses. Puis là, c'était beaucoup en ligne à ce moment-là, parce que je savais qu'en ligne, il y avait quelque chose... Tu sais, là, on recule en 2004, 2005, 2006, tu comprends, ça fait longtemps. Tu savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait en ligne. Clairement, il y avait quelque chose avec le web, là, tu sais. Puis à l'époque, le monde, c'était encore... j'ai peur de faire mon banking en ligne là, pour pas me faire fourrer, là, tu sais. Je me rappelle que mes premiers services en ligne que je vendais, les gens, leur plus grande objection, c'était de me donner leur carte de crédit puis que je livre pas le service, là. Ouais, ça date d'un bout parce que là, à cette heure, c'est rendu assez facile. Maintenant, je veux dire, on passe nos transactions sur notre mobile en attendant dans une file d'attente, là, tu sais. C'était complètement un autre monde, là, tu sais. Fait que Guillaume, tu travailles dans une succursale de banque, tu as des emplois 40 heures, puis tu travailles sur tes projets le soir, puis on s'entend, tu es jeune, là, début vingtaine. C'est quoi qui te motivait autant ou qu'est-ce qui t'a appris à développer cette discipline-là? Parce que je vais me prendre comme exemple, moi, début vingtaine, tout ce que je pensais, c'est aller dans les bars, puis me péter la face, puis me faire du fun, tandis que je commence à comprendre qu'il y en a d'autres que c'était autre chose, là. Ouais.
Ben, en fait, première des choses, moi, me suis pété à la face, puis j'étais dans les bars, je l'ai fait jeune. Ce qui fait que moi, j'étais arrivé à... Bref, mon histoire personnelle fait en sorte que je savais qu'à 20-21 ans, là, je savais que moi, je voulais une famille, je voulais des enfants. T'sais. Puis c'était clair, puis j'étais tanné d'aller dans les bars, j'étais tanné de me perdre, puis tout ça. Fait que moi, j'ai rencontré ma blonde que j'ai encore aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, à ce moment-là, puis c'était clair ce que je recherchais. Puis mon point, c'est que j'ai eu mes enfants quand même assez jeunes, puis j'ai commencé à bâtir mon couple puis ma famille jeune. Et ça, ben, ça t'enlève les doigts dans le nez assez rapidement. Ouais. Donc, la combinaison de la nécessité de me bâtir une vie professionnelle et de vraiment vouloir quitter ma prison dorée, que j'appelais à l'époque, parce que je me sentais étouffé. Tu sais, je gagnais bien ma vie. J'étais un jeune directeur de succursale bancaire, je gagnais bien ma vie. Tu sais, ça allait bien. Là. Puis tout le monde était fier de moi, là, tu sais, de dire que j'étais ma mère la première. Puis moi, j'étais vraiment étouffé, prisonnier de mon affaire. Fait que c'est comme la nécessité de vouloir sortir de ma prison dorée, puis la nécessité de nourrir ma famille qui a fait en sorte que je faisais ce qu'il fallait le soir pour apprendre à... Puis dirais-tu que avoir rencontré ta blonde à un jeune âge t'a aidé à être plus stable puis à te développer en tant qu'entrepreneur aussi? Plus stable, oui, mais développer comme entrepreneur, pour être franc, non. Parce que... puis ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup quand j'accompagne des gens, puis je suis capable de voir assez rapidement, c'est que moi, ma blonde n'est pas une entrepreneur, c'est une travailleuse autonome, donc elle est docteur en chiropratique. Elle est responsable de générer sa propre clientèle, etc. Elle est extraordinaire dans ce qu'elle fait, mais c'est par dépit, par défaut. C'était pas son choix. C'était sa profession, c'est comme ça que ça fonctionne. Et elle aurait pris mes emplois, tu comprends? Ouais. Mais moi, j'aurais pris sa place bien des fois. Puis moi, j'avais soif de la liberté de l'entrepreneur. Ce qui fait que pendant, honnêtement, des années, ça n'a pas été ma fan numéro 1. Là. Puis avec raison, là, j'étais vraiment un wreck. Là. Je faisais n'importe quoi, tout ce que je pouvais pour essayer de... Tu sais, j'expérimentais, on va dire c'est comme ça. Tu essayais de trouver ta branche. C'est ça, j'essayais de trouver ma branche, j'essayais de comprendre ce que j'allais faire, comment j'allais pouvoir le faire. Puis j'avais tellement à apprendre. Tu sais, être un entrepreneur, il faut être capable de faire à peu près 35 choses, là, tu sais. Puis de comprendre bien des affaires. Fait que j'étais en train de faire ce chemin-là. Puis pendant ce temps-là, j'avais une estifie de belle carrière que plein de gens en vie, tu sais. Puis moi, je voulais juste la quitter. Puis ma blonde était comme, mais pourquoi tu sais, arrête. C'était bien, on est bien. Genre, relax. Fait que pendant des années, elle m'a pas compris, je te dirais, jusqu'à un moment donné que là, quand ça s'est mis à mieux fonctionner, puis qu'elle a vu l'impact que j'avais, puis ça, là, elle a fait « OK, là, maintenant, je comprends ce que toi, tu voyais, que moi, je voyais pas. » Puis comment qu'elle a compris? Elle l'a vécu. En fait, c'est que le premier projet qui a vraiment réussi, on va dire, qui m'a permis de quitter mon emploi, c'est ce que je te disais, l'agence marketing pour chiropraticiens. Tu fais le lien, ma blonde était chiro, je connaissais des chiros, fait que j'ai commencé avec ce que j'avais. Une profession que je voulais aider, j'avais des skills qu'eux n'avaient pas. Let's go, je vais les aider, tu sais. Et j'y en ai pas parlé quand j'ai lancé ça. Je l'ai fait en cachette. OK, t'as comme quitté ton emploi en cachette? Ben, en fait, pas cette fois-là. C'est déjà arrivé, mais pas cette fois-là. OK. Mais mon point, c'est que justement, ça faisait tellement de fois que je présentais des projets, puis que ça marchait pas, puis que j'en parlais à des amis, puis ça marchait pas. Bref, donc j'ai décidé, j'ai dit, OK, sais-tu quoi, le prochain? J'en parle pas à personne. Fait que personne n'est au courant. Ma mère, ma blonde, mes amis, personne. Puis je me suis dit, là, cette fois-là, tu le mènes jusqu'au bout, tout seul, sans en parler à personne. Puis quand ça sera sorti, ils verront ce que tu as créé. T'sais. Wow. Et donc, ma blonde a été invitée, comme les autres clients, à participer à cette journée, ma première journée de formation à l'époque, puis de coaching, etc. Puis elle l'a vécu en temps réel comme si elle ne me connaissait pas. Puis là, à la fin de la journée, elle a fait « Oh, OK. » Là, elle comprenait. Là, je comprends tout ce que tu faisais, puis tout ce que tu voulais créer, puis etc. C'est fou parce que, excuse-moi, je voulais pas te couper, Guillaume, mais c'est fou à quel point, des fois, c'est les personnes les plus proches de toi qui vont, sans le vouloir, sans vouloir être négatif, mais qui vont te décourager parce qu'ils ont peur ils ont peur que tu te plantes, puis ils ont peur que tu vives des échecs. Mais c'est ça, la vie. Ouais. Vivre des échecs, puis recalibrer, retirer, revivre un échec et ainsi de suite. C'est comme ça que tu t'améliores. Quand tu es dedans, souvent, tu te dis « Mais pourquoi tu me supportes pas? Voyons, c'est mes rêves. » Puis tu penses qu'ils veulent pas te supporter, mais tu l'as dit.
avec le recul, je l'ai bien compris que tout ce monde-là, dans le fond, il avait juste peur que je me fasse mal. Il avait juste peur que je me plante encore ou que, tu sais, c'était de la protection, finalement. Mais à ces moments-là, ce que tu as besoin, c'est pas de la peur, de la protection. Toi, ce que tu voudrais, c'est au contraire du support, puis du let's go, puis tu es capable, puis... Mais c'est pas ce qui se passe la majorité du temps au départ parce que personne n'a des preuves que tu peux réussir. Ouais, puis surtout, eux, ils n'ont pas passé par là, fait qu'ils comprennent pas nécessairement par où ce que toi, tu t'en vas. Puis comme tu dis, ils veulent juste ton bien, puis des fois, ben, ça fait qu'ils essayent, sans le vouloir, de te décourager pour pas que tu te plantes. Tu sais, pour être franc, là, je fais un petit aparté rapide parce que je sais que ça parle à plusieurs, même encore aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis un homme qui a plein de belles relations avec ça. J'ai des belles relations avec toute ma famille, mes parents, mes amis, ma blonde. Tu sais, ça fait longtemps, j'étais un long-term guy, tu sais. Puis une des clés de ma réussite dans mes relations, c'est que je parle pas de tout, du tout, même dans ma business, puis dans mon aventure entrepreneuriale, parce que je ferais peur. Tu sais, ma blonde n'est pas au courant de tous les défis que je vis tout le temps. J'en partage des bribes, puis elle est au courant d'une couple d'affaires. Puis on a du fun à en parler de la business, mais elle a jamais tout le portrait parce que des fois, elle freakerait bien raide. Fait que des fois, on n'a pas le choix, puis parce que je m'inclus là-dedans, parce que moi aussi, des fois, Ouais. moi, ça arrive pas avec ma blonde, mais parce que je suis seul, mais ça arrive avec des amis proches, tu sais, des amis proches qui sont pas au même stade. Ouais. Fait que faut que tu te mettes pas nécessairement un masque, mais faut que, comme tu dis, tu te retiens de compter les détails des fois. Ben Puis ouais. même quand on rêve, c'est pas juste dans le day-to-day de comment ta business fonctionne qu'il faut pas nécessairement que tu partages, mais aussi dans tes rêves, parce que des fois, ça fait peur aux gens ou les gens peuvent être jaloux. Ah, il a donc des gros rêves, lui. Puis là, ben, il essaie de décourager à cause de ça. Ben oui, c'est ça, spécial. parce que les autres, ils veulent pas avoir à level up. Bref, il y a tellement de dynamique incroyable autour de ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, quand je vis des défis, mettons, avec ma blonde, maintenant, je suis capable de dire, écoute, en ce moment, ça occupe un peu plus mon esprit, je m'excuse, je suis moins là en ce moment. Ouais. Là. Laisse-moi une couple de minutes, une couple d'heures, une couple de jours, dépendamment de l'ampleur. Je me replace, là. Mais inquiète-toi pas, tout va bien. Mais là, en ce moment, c'est un peu plus challengeant. Je comprends. J'en ai beaucoup dans ma tête, mettons. Puis, première expérience, on va dire, qui fonctionne pour toi, c'est le marketing pour les chiropraticiens. Ouais. Puis ensuite, c'est quoi le next step? Ouais. qui arrive? Ensuite, je fais peut-être 2-3 ans avec ça qui me permet de vivre à temps plein de mon entrepreneuriat. Ensuite, je fais comme, sais-tu quoi, j'ai des références de chiro qui ont des amis en dehors de la chiro. Puis là, je commence à faire d'autres entreprises, entrepreneurs, etc. Puis là, je suis comme, OK, je vais ouvrir le marché. Let's go. On ouvre. Fait que je crée un des premiers groupes Facebook à l'époque, en 2014. Et à ça aussi, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'était la nouvelle affaire, là, tu sais. Puis je me dis, je vais regrouper une couple de centaines d'entrepreneurs pour les comprendre, puis ça, puis on verra. Puis finalement, on se retrouve dans quelques mois à être comme 6000. Wow! Fait qu'il y avait un besoin. 6000? Ouais, c'est ça. Puis là, je faisais de la pub vers un groupe. Puis ça, tu sais, ça, c'était tout pas fait à l'époque. Là. Fait que, bref, là, je crée ce groupe-là. Automatiquement, je suis le leader du groupe. J'attire des opportunités de toutes sortes. Je donne de mon temps à mon gars pour comprendre leur réalité, là. Je donnais des lundis complets à faire des coachings, des consultations, des appels, tout ça. Fait que ce qui fait que là, je me mets à un moment donné à être stratège sous-contractant pour une agence. Je travaille à un mandat chez Remax. Je travaille à un mandat un peu partout. Tu sais. Puis là, ça se met chez Mazda. Puis là, des fois, c'est de la vente. Des fois, c'est ci. Des fois, c'est ça. Là, des fois, je fais de l'automatisation. Puis là, je m'amuse, dans le fond, à trouver à ce moment-là qu'est-ce que je peux faire autre que je fais déjà dans mon agence, puis dans quel domaine, puis tout ça. Pour finalement, à un moment donné, arriver au point de maturité du marché où là, il y a beaucoup de gens qui veulent, rendu en 2016 à peu près, là, il y en a gros qui font comme « OK, le web, ça, c'est quelque chose. » Puis là, je veux devenir coach, consultant, formateur, gagner ma vie, etc. Fait que là, je me spécialise un peu avec eux. Puis là, je crée des projets. Je crée une marque qui s'appelle La Machine. Puis là, j'aide les gens à se lancer là-dedans. Je deviens partenaire avec une fille, Mélissa Normandin, qui a une vision qui s'appelle Paillette Inc., qui est de regrouper des femmes entrepreneurs colorées, tu sais, puis fait qu'on devient partner, puis on passe de zéro à ce moment-là en 2016 jusqu'à en 2021, genre 12 millions. Là. 12 millions de revenus? Ouais, fait Wow. que, tu sais, ça a été toute une ride, on a développé ce brand-là. Puis ce brand-là, pour deep down un peu plus vers Paillette Inc., c'est qu'est-ce que ça fait? Paillette C'est Inc.?
un mélange. Dans le fond, on peut le résumer comme étant un réseau pour femmes entrepreneurs colorées. On pourrait le résumer comme ça de façon très claire. Mais c'était, et c'est encore aujourd'hui, des magnifiques événements, des expériences en ligne, en vrai, en personne, avec des célébrités qui viennent, de la musique. Tu sais, c'est comme un univers entrepreneurial hyper coloré qui amène des émotions dans le plafond, tu sais, puis qui fait que les femmes s'élèvent ensemble d'une façon extraordinaire. Fait que ça a été tout qu'un brand, ça. Donc, la monétisation était dans les événements, on peut dire? C'était des memberships annuels. Membership annuel. OK, ça parfait. coûtait, à l'époque, c'était 2000 par année. Ouais. Renouvelable. Puis, 12 millions. Ouais. En overall, là, Ouais. à travers nos années. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'on en a vendu beaucoup. Là. On faisait des launchs à 1500 personnes, quasiment 2000 personnes, un dernier lancement qu'on a fait. Wow. Ouais. C'était fou. C'était un bon chunk d'argent qui rentre d'un coup. Ouais, c'est ça, c'était vraiment intéressant. Puis Mel a continué à pousser sa vision. À un moment donné, on a juste séparé nos chemins. Puis c'est ça. Moi, j'ai fait la machine, j'ai fait Monkey Hero, que ça s'appelait, j'ai fait Payet Inc. Puis écoute, j'ai fait plein de partenariats ici et là avec d'autres entrepreneurs aussi. J'ai accompagné beaucoup de gens en consulting, stratégie, des fois littéralement en partenariat de lancement. Ouais. Puis là, maintenant, j'étais avec Manu Lemire, puis on fait le Life Mastery Universe qu'on a parti dans la dernière année, puis qu'on est en train de scaler, encore une fois, à une vitesse que j'ai jamais faite. Là. J'adore ça. Beaucoup d'expérience, Guillaume. Puis là, les gens ne le savent pas, mais on vient de tourner un petit peu pour Éducation Digitale, qui va être une plateforme en ligne éducative. Puis j'aimerais ça que tu parles, que tu nous dises juste un petit peu, là, qu'on survole un petit peu les sujets qu'on a parlé, parce que c'était vraiment intéressant, puis je suis sûr que ça pourrait aider nos auditeurs ici. Avant de commencer... Je trouve ça le fun de voir que même toi, par où tu sais pas prendre ça. Ouais. Mais avant de commencer, écoute, j'ai souvent été... Moi, je viens de la Beauce, OK? Puis les Beaucerons, les Beaucerons, c'est des gens entrepreneurs, mais c'est pas là que je vais aller. C'est plus les premières business qu'on pense à partir quand on vient d'un petit village, en tout cas en Beauce, c'est construction. Ouais. Tu sais, les gens commencent, ils vont être charpentiers, tireurs de joints, puis là, ils vont vouloir commencer le business. Mais c'est rare qu'en Beauce, je parle de business en ligne à des gens et ils comprennent c'est quoi. Ouais. C'est rare que je leur parle d'agence marketing puis ils comprennent c'est quoi. Donc, comment que tu expliquerais c'est quoi une business en ligne à une personne qui ne sait pas pantoute c'est quoi, puis que lui, il a une compagnie de construction, par exemple, pour qu'il comprenne bien la vision que je veux présenter de toi après. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, avoir une business en ligne, initialement, c'était littéralement que tu attires ta clientèle à travers le web, donc que ce soit des médias sociaux, n'importe quelle plateforme, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, whatever. Tu attires tes gens par là. Tu livres tu fais ta conversion par là aussi, donc à travers un appel ou à travers des vidéos ou à travers une page de vente, si on veut. Donc, la personne devient intéressée à client par ça. Puis, tu livres aussi ton service, ton produit en ligne. Donc, que ce soit une série de formations vidéo, que ce soit des coachings à travers Zoom. Ça, c'est comme la business en ligne initiale, je te dirais. Qui est du service. Qui est beaucoup du service ou du service productized, là, que tu es capable de livrer un service, mais de façon très produit. Dans le sens, vidéos formatives. Des vidéos, c'est ça. Fait qu'il y a moins de services. Il y a comme un mix de produits et de services. Donc, tu utilises la technologie pour automatiser ton service, finalement. Ce qui est très intelligent. Ouais. Ça, c'était comme la version initiale qui existait, puis c'était beaucoup ça, puis c'est ça qu'on a vécu, mettons, honnêtement, jusqu'à la pandémie, pratiquement. Là, c'était beaucoup ça. Là. Puis un peu avant la pandémie, évidemment, là, mais là, tu avais des entreprises plus traditionnelles, donc de construction, le dentiste, le restaurant, que là, on était passé, mettons, en 2018-2019, on commençait à passer le cap de j'ai-tu vraiment besoin d'une page Facebook puis d'un site web? T'sais, ça, mettons, si tu disais ça encore à cette époque-là, tu étais en arrière, on s'entend. Ouais. À aujourd'hui, écoute, c'est fou avec les reviews, avec les médias sociaux, etc. Pour vrai, même si c'est une entreprise locale de construction, whatever, il y a créer du contenu, être sur les plateformes de médias sociaux, puis avoir une présence en ligne qui te drive du monde en traditionnel, donc en personne. C'est rendu aussi ça, la business en ligne, mais c'est plus
au niveau brand, marketing, Ouais. contenu. Fait que Pour avoir une crédibilité. Tu sais, avant, tu cherchais une entreprise, tu allais dans les pages jaunes. ouais, Après ça, un peu Google. Puis maintenant, tu sais, les entreprises qui vont se démarquer vont créer du contenu vidéo Ouais. à partir de soit des Reels Instagram ou Facebook ou TikTok pour se démarquer. exact. Mais c'est clair que dans ces années-là, ben, ça a commencé par OK, ben, je vais avoir un site Internet. Ouais. Puis après ça, ben, je vais être sur Google, puis ces choses-là. Mais c'est ça. Puis mon point aussi, c'est que maintenant, c'est plus que des business en ligne. En tout cas, il y en a de moins en moins parce que, prenons notre exemple avec Payette Inc. ou avec le Life Mastery qu'on fait avec Manu. C'est sûr que on est beaucoup online, donc en ligne, avec notre contenu, notre marketing, même une portion de nos produits et services. Mais on finit toujours par amener nos gens dans un chalet, dans une salle, dans un événement, tu comprends? Retraite. Il y a aussi beaucoup du en personne. Fait qu'il y a ça qui a beaucoup évolué, que je pense, c'est de plus en plus difficile d'être juste en ligne. C'est plus comme un hybride de en personne et en ligne. Est-ce que tu parles plus pour ce qui est du coaching, on va dire? Je parle de ce qui est du coaching, de ce qui est de la formation, consultation, Ouais. mais toutes les entreprises traditionnelles aussi qui vont fournir des services, donc Ouais, absolument. dentistes, construction, etc. À moins que, peut-être, on pourrait dire, si tu veux vendre pas un service, mais si tu vends un produit, exemple, tu vends du linge, Ouais. ben là, oui, of course, tu vas avoir un entrepôt, mais le reste va se faire en ligne. C'est sûr que là, il y a tout le pan du e-commerce, effectivement, Ouais, de exact. vente de produits, tout ça qui est une bête complètement différente. Là. Puis l'expertise que toi, tu as développée Ouais. dans ce monde-là, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui. Ben, moi, initialement, ce que je te dirais, c'est que j'étais très bon en vente, en travaillant dans les banques, en travaillant whatever. Et donc, j'ai amené, je te dirais, la maturité de l'expertise de vente qu'on peut voir dans les banques, je l'ai amené vers des gens qui n'avaient pas ces compétences-là. Après ça, tout ce qui est marketing, donc moi, j'ai fait beaucoup de media buying, donc c'est-à-dire de faire de la publicité. Je le fais encore aujourd'hui. Tu sais, je gère encore des budgets de plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois pour acheter de la publicité sur Facebook, sur Instagram, etc., puis driver ça dans des funnels, qu'on Ouais, appelle. ouais. Donc, des pages web qui sont une séquence de communication. Donc, tu dis des choses dans une séquence, une après l'autre, pour amener la personne naturellement à faire « Ah, OK, je viens de comprendre mon problème. Ah, toi, tu offres cette solution-là. Ah, ça m'intéresse, je vais acheter. » Donc, moi, j'attire ton attention puis je te fais réaliser tout ça jusqu'à l'achat. C'est ça, moi, que je fais. Donc, c'est un mix de vente et marketing. Puis je l'ai fait dans tellement de situations différentes. Et c'est là que la solution puis la conversion, elle peut mener vers tellement de possibilités. Ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être un produit, ça peut être une rencontre en personne, ça peut être un appel de vente. Donc, c'est beaucoup ça que je fais, en fait. Et initialement, c'était que ça que je faisais. Mais évidemment, quand tu deviens partenaire dans des projets, ce qui arrive, c'est qu'il y a bien d'autres affaires à faire dans une entreprise pour qu'elle fonctionne, puis prendre des décisions stratégiques, garder les bons focus, utiliser les bons leviers, etc., que là, ça, t'apprends à le faire, puis fait que ce qui fait que maintenant, je suis bien plus que le gars qui fait du marketing. Je te dirais que je suis comme un stratège business qui fait ce qu'il faut pour que la business scale rapidement. Tu sais. Ouais, c'est là que tu as développé ton œil, on va dire, plus global Ouais. de l'entreprise et non juste vente et marketing. Exact. C'est ce qui te permet présentement de comprendre des concepts peut-être que tu ne comprenais pas avant. Ouais, puis tu sais, ce qui est fou, c'est que tu sais, les 10 ans que j'ai rushé, là, Ouais. ben, ils me servent plus que jamais maintenant. Parce que, mettons, exemple, gérer une équipe de vente avec un pipeline puis un CRM. Donc, un pipeline étant des opportunités, un CRM étant un gestionnaire De lead. de lead, on va le dire comme ça. Ben ça, moi, j'ai fait ça dans les banques à l'époque. Là. C'était mon beurre, là. C'était mon pain et mon beurre. Là. C'était ça que je gérais à tous les jours avec une équipe de vente comme ça. Mais c'était à l'époque, tu comprends? On recule de... On est rendu à 12, 13 ans, 14 ans. Bien là, aujourd'hui, je fais encore ça, puis j'enseigne encore ça, puis j'aide mes clients à incorporer quoi? Une équipe de vente avec un CRM, puis gérer un pipeline. Fait que ça me sert encore aujourd'hui. Puis des fois, j'aide mes clients à juste pas faire la fiscalité de la bonne façon, mais comprendre la fiscalité, comprendre leur tenue de livre un peu,
Puis c'est pas ma zone de génie, mais j'y vais parce que je suis capable de dire, OK, wow, t'as pas de gestion, t'as même pas incorporé, incorpore-toi, voici comment tu prends tel fiscaliste, va voir ça, pose telle question. Fait que ça, c'est tout un pan de la finance que j'aurais pas pensé pouvoir utiliser autant, mais je l'utilise énormément. Puis bref, on pourrait s'en aller à bien des places, mais en gestion personnelle, en recrutement RH, j'aide tellement de mes clients à juste trouver les bonnes personnes puis savoir quelles personnes ils recherchent vraiment. La quantité de personnes qui m'ont dit « Ah, j'aurais tellement besoin de X comme poste. » Puis je suis comme « T'es sûr? » Moi, dans tout ce que tu me dis, ça, c'est plus une personne Y que tu recherches qui pourrait t'aider avec ça. Hein, tellement! Fait que là, parfait, on va faire la description de poste pour ça, avec les KPI pour ça, puis on va trouver la bonne personne. Ça remonte à 18 ans, les RH. Puis dirais-tu que enseigner aux gens, coacher les gens, ça t'aide à comprendre un petit peu plus tout ce que tu fais? Définitivement. Ouais. Tu m'as demandé ça tantôt en ronde. Tu as dit, tu sais, tes concepts sont clairs, tu te communiques de façon synthétique, synthétisée, précis. Tu parles l'écriture, c'est par quoi? Puis moi, c'est clairement par des discussions comme ça ou des discussions avec mes clients parce que j'arrive à comprendre des problématiques beaucoup plus rapidement maintenant puis à donner des solutions ou à proposer des solutions beaucoup plus précises maintenant à force que le muscle, au quotidien, pendant 12 ans, tu rencontres des entrepreneurs. À un moment donné, tu commences à comprendre les patterns. Ouais. Là. Puis c'est là que tu es capable de toi-même te créer tes propres concepts dans ta tête pour après ça les enseigner aux gens. Puis tu sais... Le podcast aussi, by the way. J'ai fait un podcast avec Robin Vézina. On a fait 86 épisodes. Wow! J'ai fait mon podcast en parallèle. J'ai fait aussi à peu près 80 épisodes. Puis là, je fais le podcast avec Manu. Ouais. Puis ça, là, ça veut dire que ça fait à peu près... Ça fait 4 ans à peu près que je fais du podcast. Au-dessus de 200 épisodes. Et ça, là, ça aide aussi beaucoup parce que tu dois communiquer tes idées on the spot, souvent presque live. Puis ça aide énormément. C'est sûr, ça l'aide à développer ton skills de la communication Ouais. qui va t'aider à partager tes concepts, tes idées que tu as appris dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis, dirais-tu que l'entrepreneur doit être un petit peu une sorte de généraliste? À un moment ou à un autre, je pense que oui. En fait, au départ, je pense que le fait de ne pas être généraliste, mais d'être très spécifique dans ce que tu fais, ça aide. Ouais. Parce que tu as moins d'opportunités dans ta tête. Tu as moins de... Comme j'ai déjà dit tantôt, je l'ai dit à toi, puis je l'ai dit en vidéo dans l'éducation digitale, mais moi, je pense que le plus grand défi de l'entrepreneur, c'est d'avoir une quantité d'opportunités illimitées avec des ressources très limitées. Et quand tu es technicien spécialisé, on va dire, dans quelque chose, tu vois moins d'opportunités. Fait que c'est moins dur de les gérer. Il y en a moins. C'est moins dur de dire non. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai un problème majeur dans ma vie, c'est que je vais partout, puis je rencontre n'importe qui, puis j'ai toujours des opportunités que je vois. Fait que ça, c'est un problème dans le sens où tu as toujours du nouveau que tu peux développer. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut que je dise non à 99,9% de ces opportunités-là que je vois. Il faut même pas que j'en parle. Pour rester concentré. Oui, pour rester. Parce que moi, je le vois, un des plus gros défis que j'ai encore en ce moment puis que j'ai eu, c'est justement de rester focus. Ouais. Il y a tellement, puis surtout à cette heure avec les réseaux sociaux, il y a tellement de nouveaux shiny things. Ouais. What's the next shiny thing? Ouais. Puis là, t'es comme, si je pourrais essayer ça parce que là, t'es dans le début de ta nouvelle entreprise, de tes nouveaux projets, puis là, t'es pas encore de même, t'es juste là, puis là, il y a quelque chose d'autre qui sort qui t'intéresse, t'as envie d'y aller, mais non, attends, tu vas voir, ça sent bien. Ça sent bien la curve, parce qu'après ça, tu t'en vas dans une autre chose. Faut tout que tu rapprennes ce monde-là. Ouais. Ah, puis la quantité de détails qu'on sous-estime. Tu sais, mettons, là, juste, prenons l'exemple là, ici. Juste avoir un studio de tournage vidéo qui fonctionne à plein, qui est à sa pleine capacité, puis même que la capacité est optimisée. Partons juste avec ça. First thing, tu dis crime. C'est pas si compliqué, tu sais, crime. Un local, quelques employés, des plages horaires. That's it. Et là, quand tu te mets à mettre du levier là-dedans, là, que là, tu mets du média,
Fait que là, tu vas chercher plus de demandes, tu vas chercher plus de gens qui veulent travailler avec toi. Puis là, il faut que tu gères tes prix, il faut que tu gères la quantité de demandes, il faut que tu gères ton équipe. Que là, après ça, tu mets de la technologie là-dedans pour automatiser le truc. Puis après ça, un deuxième local, parce que là, on a beaucoup de capacité, puis on veut grandir, puis tout ça. Puis là, plus d'humains. La quantité de détails dans le petit projet qui était initialement, que tu dis, c'est pas compliqué, ça, on va partir ça, ce sera pas long. Puis effectivement, souvent, les bons entrepreneurs vont lever le projet rapidement. Mais une fois que le projet est levé, là, ce qui lève avec, là, c'est toute la boue au fond du lac. Là. C'est tous les détails qui lèvent avec. Là, il faut tout les gérer, ces détails-là. Puis ça, on sous-estime tellement la quantité de détails à mesure qu'on avance dans un projet qu'on doit gérer que c'est là qu'on se perd souvent. Fait que là, soit que tu as une équipe qui gère les détails pour toi, mais encore là, il faut la bâtir, cette équipe-là. Bref, il y a un bout de chemin à faire. Fait que, tu sais, on va partir un petit studio de podcast puis de tournage vidéo. Ah, puis crème, c'est une bonne idée, ça aussi. On va faire une série d'événements, là. Puis, là, tu te retrouves en dedans de 6 mois. T'es pas bon dans ni un ni l'autre des projets. T'es brûlé raide. Puis tous les détails, les feux sont tous allumés. Il n'y en a pas un d'éteint. Puis tu sais plus où tu t'en vas. Puis t'es découragé. Faut que tu te débarrasses d'un projet, tu sais. C'est clair. Je relate tellement parce que je l'ai fait. Je l'ai fait, puis tu sais, tu viens que tu fais 3-4 affaires en même temps, puis t'es pas bon dans une affaire. C'est ça. T'sais. Puis, comme tu dis, on sous-estime vraiment les détails. C'est comme parler d'un sujet en particulier. On peut en parler en surface, mais on peut aller tellement deep down dans ce sujet-là. C'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat, puis les opportunités qu'on peut avoir. On peut vraiment aller deep down, puis aller jusqu'à vraiment la petite virgule qu'on veut contrôler. Ouais. Puis ça, tu sais, ça, quand on manque d'expérience au début, on s'en rend pas compte. Là. Évidemment, avec l'expérience, on commence à comprendre que, OK, le projet, il paraît peut-être petit, mais non, il est quand même gros, puis il va te prendre plus de temps que tu penses. Là. Ben ouais, c'est ça. Tous les projets deviennent à un moment ou à un autre gros, puis ils deviennent tous une business à un moment ou à un autre. Puis une business, ça revient toujours au même à la fin. C'est une série de systèmes que tu dois bâtir puis qui fonctionnent idéalement le moins possible sans toi. T'sais. Mais ça, bâtir des systèmes, c'est comme bâtir des maisons. Ce que tu sais faire, c'est jamais si simple que ça, bâtir une maison. Même si tu es très bon, là, ça peut devenir beaucoup plus simple pour toi que pour moi. Mais en bout de ligne, il y a toujours des défis qui finissent par arriver. Une maison de plus, c'est une maison de plus. Oui, toujours. Puis tu sais, peu importe le système, comment que tu penses que tu l'as bien rodé, tu vas avoir à remettre de l'huile dedans. Ouais. C'est certain. Exact. Puis ça m'apporte à venir. Je sais pas, t'as-tu écouté le livre? Moi, je l'ai écouté audio, Imite. Ouais. C'est tellement bon. Puis c'est exactement le concept qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent, puis que j'aimerais ça qu'on le démystifie ici en même temps. C'est le concept de l'artiste. Hein? Il parle d'une madame qui aime ça faire des tartes. Ouais. Tu penses des tartes aux pommes, si je me trompe Ouais. pas. Puis la madame, elle travaille dans une boulangerie, elle fait des tartes aux pommes. Et puis, un moment donné, elle se dit, je vais partir ma propre shop pour faire mes tartes aux pommes à moi. Ouais. Puis, au travers de ça, elle se rend compte que, Chris, il y a de la comptabilité à faire. Il y a des ventes et marketing, il y a de l'administration et tout. Puis, elle se rend compte qu'elle n'aime pas ça pantoute. Où ce que je veux en venir, c'est qu'au début, souvent, les gens, ils ont une idée parce qu'ils sont bons à faire une chose, ils sont techniciens dans le domaine. Ouais. Mais à force de commencer à avoir de la clientèle, puis commencer que la machine à roule, là, ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses à faire. Ouais. Puis c'est là que c'est important, guys, de faire le switch de technicien à entrepreneur. C'est comme ça qu'il l'appelle? Dans le fond, il y a technicien. Après ça, je pense que lui, il l'appelle manager. Ouais. Puis après ça, tu as entrepreneur, je pense. C'est quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est tu fais des tartes. Après ça, tu gères du monde qui font des tartes. Puis après ça, tu gères une business qui est une machine à faire des tartes. Absolument. Ce qui est complètement différent. Vraiment différent. Puis si tu n'évolues pas dans cette évolution-là, tu vas rester technicien, puis tu ne seras jamais capable de bâtir ta machine qui va produire des tartes pour toi quand tu vas dormir puis faire de l'argent. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça qu'on veut. Ce qui est intéressant, là, c'est que les gens comprennent que si tu veux devenir un entrepreneur puis bâtir des business, en fait, c'est que c'est pas tant important que tu vendes des services vidéo ou des tartes ou un livre.
C'est la machine, faut que tu comprennes. C'est ça. C'est juste que, en bout de ligne, ça devient une machine qui vend un produit ou un service. Mais la mécanique derrière, elle est la même, peu importe c'est quoi le produit, avec certaines spécificités, évidemment. Du domaine. Dans le domaine, la vision, c'est quoi ton avantage? Tu veux-tu une efficacité opérationnelle ou au contraire, tu veux plus offrir quelque chose de luxueux, high-end? Il y a une coupe d'affaires, évidemment, en cours de route. Mais mon point, c'est que c'est pas parce que tu es bonne, exemple, à faire des tartes ou à faire des biscuits ou à écrire que tu es un ou une bonne entrepreneur. T'sais. Absolument. Parce que c'est pas les mêmes skills du tout. C'est quelque chose qui, je crois, si tu veux, tu peux l'apprendre. Moi, je vois ça comme, OK, il y a les tartes, mais il y a la business aussi. Fait qu'apprendre la business en tant que telle, c'est quelque chose qui s'apprend, mais il faut pas que tu sticks à juste vouloir faire des tartes si tu veux grossir. Il faut que tu sois prêt au changement, il faut que tu sois prêt à développer d'autres skills que juste faire tes tartes. Ben oui, c'est ça, définitivement. Exact. Puis ça prend du temps. Ouais. Ça, c'est la patience que souvent les gens n'ont pas, tu sais. Quelqu'un, moi, maintenant, qui me dit, ça fait 1 an que j'essaie de faire ma business, puis ça marche pas, ben, good. Parfait, t'es sur le bon chemin. Non, mais c'est carrément ça. Ouais. C'est continue, à quel point ça marche pas, puis qu'est-ce que tu as essayé qui fait que ça marche pas vraiment, puis maintenant, parfait, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat où 90% de ce que tu fais fonctionne pas au début. Absolument. Puis ça en vient à ma dernière question parce que, évidemment, je continuerai encore longtemps à jaser avec toi, Guillaume. C'est vraiment intéressant. On va essayer de se reprendre une autre fois, c'est certain, pour venir reprendre d'autres choses dans ton cerveau. Mais ça en vient à ma dernière question qui est, c'est quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est en démarrage ou qui rêve à démarrer? Ouais. En fait, je vais donner un overview un peu de ce qu'on a couvert tantôt dans l'éducation digitale. Fait que vous acheterez son produit si vous voulez avoir le reste. Je fais des farces, mais en fait, je pense que de comprendre les différents stades de croissance, c'est ce qui est le plus important, à mon avis, pour être sûr de faire les bonnes actions au bon moment. Wow. Donc, les différents stades de croissance étant, initialement, tu rêves de te lancer. Donc, le plus important à ce moment-là, c'est d'avoir du courage, puis envers et contre tous, avec ton petit rêve puis ta grande vision, d'être capable de toffer la run, même si tu n'as pas de preuves qui démontrent que tu vas réussir. Fait que ça, c'est comme la première étape. Ensuite de ça, le démarrage, qui est vraiment d'apprendre à vendre, qui est une autre forme de courage. Donc, comme je disais tantôt, d'apprendre à vendre, puis à te faire dire non, puis à te faire dire ton idée n'est pas bonne, puis à te faire dire que... Puis non-stop, apprendre à vendre quelque chose à quelqu'un. Ouais. Parce que c'est le premier skills le plus important. Après ça, c'est la croissance. Donc, une fois que tu as réussi à vendre des choses à quelqu'un, la croissance, c'est de systématiser, principalement avec le média et la technologie de nos jours. Donc, comment je peux utiliser le média et la technologie pour me retirer de certaines portions de ma business, comme la vente ou pour faire du marketing à la place et ou avec, comme l'accueil de mes clients, des tutoriels clients, whatever. Donc, systématiser. Puis ensuite de ça, lorsqu'on passe à l'étape de l'accélération, si on veut, là, c'est OK, là, ça prend d'autres humains. Donc là, comment je fais pour trouver les bons humains, comment je les forme, comment je les gère, comment je communique avec eux, comment je les mobilise, comment je leur partage ma vision, etc. Puis finalement, ensuite de ça, la dernière étape, c'est là où on peut devenir investisseur, etc., à l'étape de la domination, etc. Mais bref, c'est un peu ça, de comprendre ces différents stades-là, que tout n'est pas à faire à toutes les étapes. Dans le fond, c'est une affaire à la fois, puis de savoir laquelle est la bonne au bon moment, ça fait toute la différence. Probablement un des meilleurs conseils que j'ai entendu, pour vrai, depuis longtemps sur qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se partir, parce que maintenant, je comprends tellement ce que tu dis, je comprends ce concept-là, puis j'espère que les gens à la maison qui veulent se partir vont comprendre aussi ça. Si vous ne le comprenez pas, Guillaume l'explique mieux dans l'éducation digitale. Guillaume, merci pour ta présence sur Corporate Gangster, puis j'espère avoir la chance de te revoir une autre fois. Plaisir, ça me fait plaisir. Yeah!